where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je renoue le dialogue avec Philippe Roger, que vous connaissez, qui était déjà venu sur la chaîne, je crois, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 fois, quelque chose dans ce genre. Mais en tout cas, voilà, c'est un habitué, avant Merci. de devenir peut-être un taulier de la chaîne. En Voilà. tout cas, il vient avec un nouveau livre qui est sorti un certain temps, mais qui est, voilà, c'est toujours important. On ne dépend pas trop de l'actualité sur la chaîne, mais le plus important, c'est d'en parler. Le livre s'appelle L'attrait des larmes. C'est édité chez Yellow Now. C'est dans une collection bien précise qui est la collection Côté Cinéma Motif qui a été créée par Dominique Paini. Et je vais vous montrer d'ailleurs le livre. Vous reconnaissez Marcello Mastroianni dans Journal intime, le film de Valerio Zurlini en 62, si je ne me trompe pas. Et dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations pour pouvoir vous procurer ce livre. Comment allez-vous, Philippe Roger? Eh bien, quand je vous rencontre, je vais toujours bien. C'est un plaisir. Merci. Plaisir partagé. D'emblée, je vais me permettre de lire un extrait. C'est tout au début, hein, c'est la page 8, mais qui peut-être donne. Généralement, on pose toujours la question, mais qu'est-ce qui a fait que vous ayez pensé à faire ce livre ou à faire ce film? Il y a un petit extrait, page 8, et ça dit ça. Alors, c'est très drôle parce que il y a prélude et ensuite, à la fin, bien évidemment, postlude, mais on parlera pourquoi de ces deux termes-là, parce que c'est quand même un lien aussi avec votre parcours. Une larme, ça coule en principe. Le cinéaste peut mettre l'accent sur sa fugacité, comme il peut aussi en retenir le cours. Musicaux, ces jeux avec le temps sont variables à l'infini. Comme la dimension temporelle se situe au cœur des enjeux du cinéma, s'attacher à ces variations est tentant. Plus on l'observe, plus la larme au cinéma se met à rassembler aux cailloux du petit poussé qui permettent de ne pas se perdre dans la forêt opaque des formes. La façon dont chaque cinéaste fait jouer le motif lagrimal éclaire d'un jour neuf sa poétique personnelle. Est-ce que il y a dans la volonté, le désir de questionner, on va dire, les larmes au cinéma, même si c'est très général, est-ce qu'il y a aussi cette volonté de comprendre par le prisme de ces larmes la vision poétique de ces auteurs et autrices? Oui, je crois que c'est ce qui m'anime, c'est le désir de compréhension des univers des auteurs de films. C'est vrai. Donc, disons que là, j'ai pris un détail, puisque la collection s'appelle Motif. Donc, on prend un détail et on essaye, dans une poignée de films, de voir si ce détail est clair, justement, l'univers de ces créateurs. Et je crois que ça fonctionne. Je n'ai pas trouvé tout de suite le thème. Je savais, bon, j'avais déjà fait un volume j'avais déjà écrit un volume dans cette collection sur mes deux passions, la réunion des deux passions qui sont la musique et le cinéma, donc l'attrait du piano. Et comme j'avais beaucoup aimé cette expérience, je m'étais dit que je proposerais à Guy, mon éditeur, un autre motif. Et j'ai tourné autour et puis à un moment donné, c'était une évidence. Généralement, quand on pense euh, aux larmes dans un film, dans n'importe quel film, on a toujours tendance à croire que c'est peut-être une facilité, une technique facile dans un film, dans la mise en scène. Très souvent, on dit, voilà, ce cinéaste, parce qu'il a envie de montrer quelqu'un ou quelqu'une de triste, il va filmer ses larmes en gros plan. Généralement, c'est très casse-gueule, c'est comme le fameux zoom, etc. Est-ce qu'il y a cette envie aussi de, euh, de contredire un peu tout ça? Alors, est-ce qu'il y a du goût du paradoxe? Peut-être que chez chaque créateur, il y a du paradoxe. Par exemple, là, je suis en train d'écrire, enfin de participer à un ouvrage collectif qui vous intéressera sans doute. D'ailleurs, c'est un dictionnaire Bresson qui Ah, va paraître l'an prochain. Et je vais notamment traiter, je crois, en tout cas, j'ai proposé cet article oxymore, parce que je trouve que la question du paradoxe est toujours au centre de la création, effectivement. Il y a de ça, oui. Et en même temps, je pensais à ce que vous venez de dire sur l'alarme comme outil de facilité. Par exemple, il y a une expression française, on dit quelque chose de tire-larme. Évidemment, mm. c'est un peu, effectivement, la même mauvaise réputation que le zoom.
Sauf que, par exemple, on pourrait très bien faire l'attrait du zoom, parce qu'après tout, il n'y a pas que Claude Lelouch à avoir utilisé le zoom. Il y a aussi, à la même époque, Roberto Rossellini, et c'est quand même plus subtil. Donc, oui, je crois qu'en fait, ça part toujours de cette idée qui m'anime, au fond, qui est celle que le cinéma n'est pas un art de la monstration, mais plutôt un art de la suggestion. Et donc, effectivement, ce qui m'intéressait dans ce motif, c'était sans doute ça, c'est est-ce qu'on peut suggérer des larmes? Est-ce que c'est pas ça le vrai déclencheur de nos propres larmes, nous, de spectateurs? Parce que finalement, là aussi, le caractère complexe de ce thème, c'est qu'il renvoie à la fois à l'écran, mais à la fois à la salle, finalement. Or, quand vous êtes dans un musée, ce qui compte, c'est le rapport entre vous, spectateurs, et le tableau. C'est exactement la même chose dans une salle de cinéma. Bien sûr, sur une surface, vous avez projeté des ombres, mais le film naît dans le rapport entre le regard du spectateur et l'œuvre. Donc, quand il y a larmes, je dirais, forcément, et particulièrement sur ce motif, il y a une sorte de mise en reflet, je dirais, entre l'écran et la salle. Et donc, la larme de l'écran renvoie forcément aussi à la larme du spectateur. Alors, c'est pour ça que quand vous vous attaquez, premier exemple de votre corpus qui est Max Fools, le plaisir, vous terminez sur le fait est que la séquence dans l'église, eh bien, avec toutes ces personnes qui progressivement pleurent, d'ailleurs, c'est ce que vous expliquez dans le livre de manière assez concrète et analytique, fait que finalement, bah, tout ça, c'est peut-être un public de cinéma. Et puis, vous en mettez une comme ça pour Bazin, histoire d'eux. Et c'est très bien. Donc, mais il y a un peu de ça, c'est vrai, le public. Oui. Je crois que Truffaut quand il avait écrit, je crois, sur les. Ah là là, je vais peut-être dire une bêtise, mais contredisez-moi. Je crois qu'il avait fait un texte sur Bergman, je crois que c'était les communions, mais j'en suis pas sûr, où il disait qu'en fait, l'Église était peut-être. Qu'il n'y ait plus de personnes qui viennent dans la paroisse du prêtre. C'est peut-être aussi une allégorie avec le fait que les salles de cinéma sont désertées. Je crois que Truffaut avait écrit quelque chose comme ça. Je ne sais plus pour quel film. Mais ça vous tient à cœur, ça, le public, hein? Oui, parce que finalement, l'œuvre est vivante, parce que nous sommes aussi, elle s'adresse à des vivants. Et c'est pour ça que Max Ophuls, par exemple, pour moi, il est absolument un être vivant. Ça ne s'est pas arrêté en mars 1957. Non, non, ces films sont là, et ils sont bien là. Et ce que je trouve merveilleux quand on s'intéresse au cinéma, c'est que ce n'est pas, ce n'est pas des cimetières que l'on visite, ce ne sont pas des catacombes, non, on rencontre des vivants. Et effectivement, si j'ai commencé le livre par le plaisir, c'est que c'est peut-être pour moi le film qui est alors, c'est très personnel, évidemment, hein, mais c'est le film le plus vivant pour moi. Alors, vous allez me dire qu'il n'y a peut-être pas de hasard, parce que, par exemple, il y a une vingtaine d'années, j'avais réalisé un film documentaire en hommage à Max Ophuls. Lorsqu'il y a eu le centenaire Max Ophuls en 2002, j'avais eu l'idée de faire un documentaire, et j'en ai fait effectivement un grâce à l'appui d'un producteur. Et puis, le film est passé après sur Ciné Classique. Il a même été édité en bonus DVD pour une édition anglaise du film. C'est un bon éditeur d'ailleurs qui s'appelle Second Sight. Et disons, je m'étais dit comment présenter un tel créateur. Eh bien, j'avais trouvé la solution, ne parler qu'un de ses films, et même à l'intérieur de ces films, un seul des sketchs, à savoir La Maison Tellier dans Le Plaisir. Donc j'étais revenu en Normandie avec la secrétaire de Max Ophuls, Soula de Colstoun, et ça avait été un moment magnifique. J'avais même retrouvé des figurants de l'église. J'étais rentré dans la fameuse église où il n'a pas filmé, mais qui l'a beaucoup inspiré pour le décor qu'il a reconstitué après en studio. Et donc oui, je crois que c'est un film qui m'accompagne. Donc finalement, c'est un livre assez personnel, je dois le dire. Ah, mais comme d'habitude, je me souviens d'une conversation que nous avions eue, je pense, où on parlait de ça, du rapport à la subjectivité, pardon. Alors, on a commencé à parler effectivement d'un des aspects du corpus, si on peut dire ça comme ça. Bah, revenons un petit peu
dans le rapport à la Genèse. Moi, ça m'intéresse que vous nous expliquiez, vous le faites, Mm. mais dans le livre, mais ça m'intéresse parce qu'en plus, je vais rebondir après sur une petite question assez provocatrice, mais je suis aussi là pour ça. Bien sûr. Donc, bah, bon, on comprend Ophuls, il y a Grémillon. Je me serais évanoui s'il n'y avait pas eu Grémillon dans le livre, hein, ça je tiens à vous le dire. Mais voilà, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous ayez eu besoin de ces auteurs-là, mais aussi de d'autres auteurs provenant de d'autres géographies du cinéma, on va dire, voire même des cinéastes contemporains. D'ailleurs, celui que vous évoquez, vous insistez, vous dites, c'est le contemporain, comme Voilà. si vous avez besoin de le préciser d'ailleurs. Il en faut un, oui, absolument. Mmh. Alors, comme le choix des auteurs, en fait, il s'est fait. Alors, il y avait des auteurs qui venaient naturellement à ma pensée. Parce que, par exemple, comment ne pas parler de Grémillon? Parce que les larmes sont effectivement capitales chez Grémillon. Par exemple, Grémillon est je crois, pratiquement le seul cinéaste à avoir fait pleurer Gabin, quoi, quand même. C'est tout de même pas rien. C'était dans Gueule d'amour. Et puis, il y a eu Remorque aussi, d'ailleurs. Donc, Il pleure pas dans Pépé le Moco à la fin? alors, faudra que je vérifie. Alors, Duvivier est quelqu'un que j'aime beaucoup Mmh, et je vérifierai la scène finale pour voir s'il mmh. pleure ou pas. Je ne me rappelle plus très bien. Je me rappelle du plan, mais est-ce qu'il pleure? À vérifier. Mais de toute façon, alors c'est vrai que ce n'est pas, par exemple, vous savez, il ne faut pas dépasser une quinzaine de cinéastes dans cette collection. Donc, évidemment, si ça avait été un livre plus important en nombre de pages, évidemment, j'aurais pu aborder d'autres réalisateurs qui me sont chers. Et là, par exemple, vous me parlez de Julien Duvivier, qui est un de mes auteurs favoris. Par exemple, je vais demain à Aix-les-Bains faire un ciné-club sur Panique, parce que je trouve que c'est un film absolument magnifique, par exemple, et Michel Mmh. Simon est extraordinaire. Voilà. Alors, pour revenir à mes auteurs, alors oui, il y en a qui m'ont semblé évidents. Donc, Ophuls, parce que vraiment, j'y reviens, la scène de la contagion des larmes dans l'église de la Maison Tellier, c'est une scène fondatrice, vraiment, je crois. C'est pour ça que je m'y suis attardé en début de livre, car beaucoup de choses sont dites dans cette scène, je trouve. Notamment mon idée que les larmes ne sont pas seulement au cinéma. Et ça, c'est finalement, c'était une intuition que j'avais, mais j'ai pu le vérifier chez beaucoup de cinéastes. Les larmes ne sont pas seulement des larmes de personnages, mais des larmes de ce que j'appelle des larmes de structure. C'est-à-dire Mmh. qu'elles, en fait, elles sont dans la construction même du film entier. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'emploie un peu la métaphore des cailloux du petit Pousset, parce que elles ne sont pas disposées au hasard, vraiment. Le cinéaste les met à des endroits très précis. En l'occurrence, par exemple, chez Max Ophuls, c'est exactement au centre du film, puisqu'il y a une symétrie absolue dans le plaisir, avec ce point de symétrie au centre. Voilà. Donc, les larmes de structure, voilà. Alors, Ophuls, c'est évident. Grémillon, que je vous disais également. Bresson, ça me semblait aussi une évidence. Et là, on revient à la question du paradoxe dont je parlais tout à l'heure. C'est le fait que chez Bresson, justement, il y a une sorte. Il pousse la question des larmes très très loin sur justement une sorte d'oxymore. C'est-à-dire, c'est des chaudes, ce qu'on appelle des chaudes larmes gelées. C'est un chaud et froid à la fois chez lui. Et évidemment, avec Maria Cazares, c'est admirable dans Les Dames des Bois de Boulogne. Alors après Cocteau, alors est-ce que c'est parce que j'ai été un ami d'Henri Alcan et qu'il m'a parlé de La Belle et la Bête, mais je trouve vraiment que le travail sur la lumière dans ce film est à couper le souffle, c'est extraordinaire. Et la façon justement dont il éclaire les larmes, c'est extraordinaire aussi. Et Cocteau, alors lui, évidemment, c'est un poète à tous les sens du terme, puisque c'est aussi un poète qui écrit des textes, on va dire. Mais pour moi, et poète, tout créateur en fait. Donc Mmh. Ophuls, Grémillon et Bresson sont aussi des poètes, mais il n'empêche que Cocteau est un poète à part entière, on est d'accord. Et son idée de mettre des diamants sur la joue de sa comédienne, alors ça, je trouve que c'est une idée poétique magnifique. Et comme je suis pas seulement un esthéticien, mais aussi un historien, que je m'étais intéressé, disons, aux coulisses de la création, à la fois chez Bresson d'ailleurs et chez Cocteau, j'avais rencontré cette histoire incroyable, qui est aussi importante d'ailleurs pour Bresson que pour Cocteau, de l'exposition organisée en 1932 par Coco Chanel chez elle.
une collection de diamants. Et je pense qu'on est là à l'origine de la Belle et la Bête. Voilà, donc ça c'était ce que j'appelle un peu le quatuor, pour reprendre un terme musical. Et après, bien sûr, il y a forcément des cinéastes qui sont imposés à moi. Je suis un amoureux du mélodrame, et donc Oui. Douglas Sirk, évidemment, j'allais forcément le rencontrer à une occasion. De même, Todd Haynes, ça allait de soi aussi, puisque Todd Haynes, c'est un fils de Max Ophuls, comme un fils de Douglas Sirk également. Donc ça allait de soi. Le cinéma japonais aussi me semblait une évidence, et j'ai trouvé des choses extraordinaires. Évidemment, on pense à Mizoguchi, mais aussi chez Naruse. Et notamment, je me rappelle, quand j'ai découvert son dernier film, j'ai été sidéré par la promenade en barque sur le lac. Et comme par hasard, bien là, les larmes sont présentes par la pluie. Ça, c'est une idée poétique extraordinaire. Après, il y a d'autres cinéastes qui sont arrivés également. Que Kieślowski va reprendre dans La double vie de Véronique, d'ailleurs, C'est vrai, c'est vrai. au Et début. alors, il y a d'autres cinéastes qui sont arrivés à moi, évidemment, après ça. J'avais un dialogue à établir avec un cinéaste qui m'obsède depuis toujours, autant qu'Ophuls, peut-être, c'est Dreyer. Dreyer a toujours été au centre de ma cinéphilie. Par exemple, le film qui m'a fait comprendre le dispositif cinématographique avec l'importance du spectateur, c'est Vampire. Puisque Vampire, c'est l'histoire d'un spectateur de cinéma. On y revient toujours, hein. On y revient Voilà. toujours à ça, hein. Et de même que Gertrude, son dernier film, m'obsède Ouais. depuis toujours aussi, et j'ai trouvé des larmes d'une justesse absolue. Mais j'ai trouvé aussi que c'était intéressant. Là, peut-être, vous allez me dire, c'est mon goût du paradoxe, mais moi, c'est pas tellement ça. C'est le fait que je n'aime pas les histoires officielles du cinéma. Et quand on ouvre une histoire du cinéma, eh bien, on tombe obligatoirement sur un photogramme de Madame Falconetti dans, dans Jeanne d'Arc. Or, j'ai toujours eu, et je ne suis pas le seul, quand j'en parle avec mon ami Alain Cavalier, il est extrêmement dur avec son ironie perçante sur Falconetti en disant « Ah, Madame Falconetti qui arrivait en Rolls tous les matins sur le tournage des films de Dreyer et à qui on mettait la glycérine pour faire les larmes. » Il trouve ça ridicule lui aussi. Et je ne suis pas le seul donc à être énervé un peu par les fausses larmes de Falconetti. Et je crois que c'est la seule fois, à mon avis, hein, que Dreyer est allé dans une impasse esthétique, à mon humble avis, parce que justement, ça manque de ce que mon ami Vecchiali appelle la dialectique, c'est-à-dire il y a une sorte de contradiction interne qui est intéressante et qui est toujours, alors on peut appeler ça le paradoxe, qui est au cœur du vivant. Et il n'y a pas beaucoup de dialectique dans Jeanne d'Arc. Donc, effectivement, j'avais un compte à régler avec Jeanne d'Arc, et ça m'a permis de reconsidérer un autre lieu commun du cinéma, qui est le film de Jean-Luc Godard avec Anna Karina. Alors évidemment, Anna Karina, elle est danoise. Bon, il y a un rapport avec Dreyer qui est évident. Mais quand on analyse froidement le film, vraiment, Vivre sa vie, quand on analyse le film, on s'aperçoit que la fameuse scène du cinéma où elle pleure devant Falconetti, et surtout elle se fait draguer par quelqu'un, mais n'empêche qu'il faut la mettre à l'aune d'une autre scène où une camarade de travail de Anna Karina se pâme devant un roman de gare complètement ridicule, et Godard met les deux scènes sur le même plan. Donc, à mon avis, on se trompe sur l'intention de Godard. Je ne pense pas qu'il voulait faire dans la scène donc, du ciné-club, du cinéma avec le Dreyer, un éloge du sentiment, le parangon des larmes. Pas du tout. Je pense qu'au contraire, il voulait dire peut-être qu'il fallait remettre en cause des clichés et peut-être justement là encore qu'on avait beaucoup trop fait sur le film de Dreyer. Alors Bon, il y a d'autres cinéastes dont je parle, et je tiens aussi à dire que les larmes ne sont pas seulement en art des larmes de tristesse ou des larmes de douleur, et j'ai été très heureux de rencontrer des auteurs comme par exemple Oldrich Lipski, qui est un Tchèque incroyable, qui a fait un film entièrement à l'envers et où donc les larmes remontent au lieu de suivre leur cours naturel sur les joues, ce qui est une idée absolument burlesque, magnifique. Et puis bien entendu, il y a l'admirable Alain Resnais qui a fait aussi, on connaît la chanson, un très bel exercice ironique sur les larmes aussi.
Mais j'ai eu beaucoup de chance, puisque le cinéma, comme tout art, c'est des rencontres. Et grâce au Festival Lumière, il y a quelques années, j'étais allé voir un documentaire d'un documentariste que j'aime beaucoup, qui est Alain Mazard, qui venait de faire donc un documentaire sur Lee Chandong. Et comme le film était présenté dans sa version courte de 52 minutes, il y avait de la place pour mettre autre chose. Et donc, les programmateurs du Festival Lumière ont dit, ah ben, Lee Chandong venait de faire un court-métrage, on va le mettre là. Et en plus, Lee Chandong était là, merveilleux de modestie et de profondeur. Et j'ai découvert Battement de cœur, Heartbeat, qui est pour moi un film, mais j'ai pas eu de tel choc au cinéma depuis très très longtemps. Et l'alarme est au centre. Là encore, on revient à l'idée que l'alarme est une larme de structure au centre de l'œuvre. Il y a deux larmes extraordinaires au centre de ce court métrage, qui est un des plus beaux films, je trouve, de l'histoire du cinéma récente. Bon, vous me facilitez pas la tâche, hein, parce qu'il y a 17 000 questions que j'ai envie de vous poser maintenant. J'ai pris pas mal de notes. Bon, je vais quand même alors, on va prendre le temps. Déjà, vous avez évoqué Henri Alcan. Alors, il y a parmi les personnes qui regardent mes émissions, bon, bah, certaines et certains peut-être ne connaissent pas. Donc, je rappelle qu'il était le DOP sur La Belle et la Bête. Donc, ça, c'est important de l'évoquer. En vous écoutant, ça m'a rappelé un texte de devinez qui, Serge Danet, je crois, qui parlait de. Je crois que c'est sur Gertrude, je crois, hein, où il commence son texte en disant j'ai vu un homme pleurer. C'est ça. C'est ça. J'ai pensé à ça. Ben oui, comme souvent, Serge, il visait juste au centre de la cible. Et effectivement, c'est une phrase foudroyante, parce que oui, c'est ça, Gertrude. Page 11. Vous parlez donc du film Le Plaisir. Mais il y a trois lignes où j'ai l'impression que ces 3 lignes peuvent aussi donner le mode opératoire, votre mode opératoire pour tous les films que vous avez convoqués. Et après, je vous poserai la question provocatrice, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié. Vous expliquez, page 11, vous dites, c'est l'arme. Alors, ce fait d'architecture incite à la réflexion, vous en avez un peu parlé au niveau de la symétrie. Ces larmes qu'on dira de structure ne naissent pas fortuitement, mais se trouvent être le résultat conscient, la somme précise de la mise en scène de sa lente et sûre cristallisation. Est-ce que finalement c'est ça le livre? La somme précise de la mise en scène. J'aime beaucoup cette phrase-là, qu'en fait, les larmes, c'est la somme précise, sont la somme précise de cette mise en scène, pour le coup. Mais vous êtes un fils spirituel de Serge Danet, puisque vous visez juste au centre de la cible aussi. Oui, tel que vous le dites, effectivement, je ne peux que répondre par l'affirmative. Oui, oui. Vous avez raison. Alors, dites-moi, Philippe Roger, ça ne pleure pas dans les cinémas d'Afrique, d'Amérique du Sud, des pays d'Asie, de Proche et Moyen-Orient? En fait, ma question est provocatrice. Je me dis, Oui. qu'est-ce qui fait que dans ce corpus, on ne peut pas tout mettre, c'est tout à fait logique. Mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui fait que peut-être Oui. il n'y a pas l'envie ou le temps d'aller voir aussi dans d'autres cinématographiques pour voir comment ces larmes peuvent être questionnées pour le coup. Alors, je vous répondrai, il y a quand même le Japon, il y a quand même la Corée du Sud. Donc, voilà, le monde existe. Mais cela dit, alors en fait, je reviens au cahier des charges de la collection. Il faut un livre court. Donc, effectivement, bien entendu, je suis ouvert à toutes les cinématographies et j'ai eu des chocs pour des films de tous les pays. Mais voilà, je pense que ce livre, mais c'est finalement pas mal comme idée qu'a eu Dominique Paini de demander des livres courts. Il oblige l'auteur à aller à l'essentiel, et d'où ça renvoie à son parcours personnel. Et donc, voilà, je pense que la réponse est là. Alors, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à cette question qui est un peu fantaisiste, je l'avoue, mais comme elle m'a traversé l'esprit en lisant le livre. Alors, j'aimerais lire page 27, un long extrait, c'est vrai, je l'avoue. C'est sur Jean Grémillon et les larmes de révélation, ça parle de gueule d'amour. Et pourquoi il est long cet extrait? Parce que j'aimerais bien aussi qu'on parle de la cuisine interne, c'est-à-dire de votre style et comment vous approchez parfois des films qui sont très importants pour vous. D'ailleurs, même à la fin du livre, vous dites revoyez les classiques, vous serez étonné. Parce qu'il y a parfois certains moments où
on va dire, vous avez, ça, comment dire, vous avez été déstabilisé par ce que vous pensiez au gré des nombreux visionnages de ces films-là, et le fait de les revoir aujourd'hui pour le livre, ça vous a beaucoup perturbé. Donc voilà, comment on travaille ça, on approche ça. Alors, l'extrait. Le voyant, qu'est le cinéaste, réserve l'épiphanie des larmes de Gabin à la scène ultime. Conduite à la gare par René, Lucien n'appartient déjà plus au monde quotidien. Il est comme Olivier, chevauchant en fin de Maldon, en partance vers un ailleurs. La cravate de travers, le regard perdu, Lucien est si léger qu'il semble prêt à s'envoler au ciel de Maldon. René ajuste la cravate et passe ses mains dans les cheveux de Lucien pour le peigner. Le regard doux de Lucien s'est posé sur René. La locomotive fumante entre en gare. Grémillon nous fait alors le cadeau du plus beau plan. On est passé à l'extérieur de la petite salle d'attente et c'est par la fenêtre divisée verticalement que les deux hommes apparaissent, avec le seul bruit du quai comme écrin sonore. Deux vitres, l'une pour René, l'autre pour Lucien. Les deux hommes suivent du regard la locomotive qui dit leur adieu. La vitre placée entre l'objectif et le visage de Lucien a deux fonctions d'apparence opposées. Elle éloigne du personnage en privilégiant le son extérieur et elle rapproche en révélant le sillon de lumière des larmes sur ses joues. Ce n'est plus la larme naissante, celle de la scène nocturne précédente. En pleine lumière diurne, c'est la trace d'une larme déjà versée, le chemin encore brillant de la larme sur la joue de l'homme. Cette révélation qu'une larme est passée sur la joue de Lucien devient le fait majeur du film. Elle signe la métamorphose du personnage et déclenche un geste fort de René. Il étreint soudain Lucien en un élan d'amour que le silence des personnages rend plus intense. On reste à l'extérieur de la salle d'attente avec les bruits du quai. Le plan est d'autant plus prenant que Grémillon s'interdit le moindre commentaire musical. Ce refus situe le cinéaste aux antipodes de la vulgarité simpliste en cours à Hollywood chez nombre de tâcherons. La réaction de Lucien entre dans la définition de la larme selon Grémillon, de nuit puis de jour. D'abord, résurgence obscure, intérieure, puis extrait de lumière extérieure. Lucien ferme les yeux quand René l'embrasse éperdument, puis les ouvre. Bouleversé par l'offrande de cette tendresse absolue, son regard revient ensuite au présent, celui de la conscience du départ proche. Il faut savoir que le livre, surtout sur les quatre premiers, le quatuor, vous prenez un temps considérable pour découper au scalpel les séquences qui vous intéressent pour argumenter, pour définir vos arguments. Donc, il y a de cela. Et de deux, j'ai l'impression que vous écrivez aussi de manière à le faire, même s'il y a des photogrammes dans le livre, de faire imaginer pour le lecteur ou la lectrice quelque chose qu'il ou elle n'aurait pas vu, et donc de bien préciser que les larmes, ce sont des éléments de mise en scène. Absolument, oui. Que puis-je ajouter? Oui, en effet, finalement, l'analyse passe forcément par une description la plus fine possible. Alors évidemment, la question c'est qu'il ne faut pas faire de paraphrase, c'est-à-dire qu'il faut que cette description ait un sens. Il faut qu'elle soit déjà argumentation en fait. Et tout est là. C'est-à-dire que il est indispensable de décrire parce que ce qu'il y a de pire en esthétique, c'est le délire d'interprétation. Pourquoi il y a tellement de théories qui nous semblent vaseuses? C'est parce qu'il n'y a aucune rigueur. Voilà, la rigueur de la vision et de l'audition, puisque pour moi le son est plus important que l'image, je suis d'accord avec Bresson d'ailleurs sur ce point, c'est capital. Donc il faut être le plus rigoureux possible dans le processus même de la mise en scène tel qu'il nous est décrit, parce que ça nous conduit. C'est peut-être d'ailleurs ce que faisait à sa manière Jean Douchet dans ses ciné-clubs, hein. C'est-à-dire qu'en reprenant notamment, il avait une méthode qui consistait à analyser la première séquence d'un film. Et l'enchaînement des plans de la première séquence d'un film le plus rigoureusement possible, ce que faisait Douchet dans ses analyses, lui permettait de donner à comprendre. Eh bien, quelque part, je suis dans cette ligne, je dirais, c'est-à-dire, soyons humblement les spectateurs du processus de la mise en scène, et on s'aperçoit, en tout cas, lorsqu'il y a une mise en scène, ce qui n'est pas le cas de tous les films, comme on le sait, lorsqu'il y a une mise en scène, ça nous conduit quelque part. Et à ce moment-là,
eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas de la description qu'on a fait. C'est en réalité l'idée même de la mise en scène qui nous est offerte ainsi par le réalisateur. Et donc, je pense que celui qui écrit sur l'œuvre doit adopter une démarche du même ordre. Donnez-moi un exemple, s'il vous plaît, d'un film où il y a effectivement une séquence lacrymale qui, et qui, selon vous, ne peut pas entrer dans la configuration de ce livre. Pour qu'on ait un aperçu Ah d'un moment où il y a un élément de mise en scène, comme vous le dites très bien, et puis un moment de facilité. oui. Alors, c'est une excellente question. Et je dis souvent à mes étudiants, si on avait plus de temps, malheureusement, les cours à l'université, il y a très peu d'heures et on doit aller à l'essentiel. Et donc, je présente plutôt des films que j'aime. Mais je trouve, parfois, ça m'arrive, mais très rarement, de montrer des films que je remets en cause. Je n'ai pas le temps pour faire ça, malheureusement. Et je pourrais très bien, en effet, dans un cours, par exemple, sur le mélodrame, Mmh. montrer qu'il y a des larmes déplacées, qu'il y a des larmes inopérantes. Vous avez raison. Comme il y a des zooms déplacés, comme il y a des zooms inopérants dans beaucoup de films, et pas seulement ceux de Claude Lelouch, hein, il y en a d'autres hein, qui posent problème. Alors, eh ben, vraiment, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est justement le film de Dreyer que je critique dans mon livre. Hein. C'est-à-dire, quand je vois vraiment les fausses larmes de Falconetti, c'est pas tellement parce qu'elles sont fausses, on sait que c'est de la glycérine, c'est pas tellement ça le problème, c'est que leur automaticité, voilà, pour répondre à votre question, c'est très bien La Passion de Jeanne d'Arc pour montrer que ça ne fonctionne pas, c'est que les larmes sont automatiques dans le film de Dreyer. Et c'est un problème de fond, parce que c'est du vivant que doit filmer le cinéaste. Et alors que lorsqu'on a un processus de l'ordre de l'automatisme, ce qui est vraiment le cas, regardez précisément comment sont construites les scènes du film. Par exemple, on parle de la mère de Jeanne d'Arc, hop, tout de suite, il y a le plan sur la larme de Falconetti. Voilà, c'est en fait ce qui m'insupporte, je crois, c'est l'automatisme. Pourquoi ça m'insupporte? Peut-être parce que pour moi, c'est de l'ordre du chantage. C'est-à-dire que ça remet en cause mon rapport à l'œuvre. On m'impose, par le chantage, quelque chose. Or, ce qui me semble à la base même de toute œuvre, c'est la liberté. Liberté du spectateur autant que liberté de l'artiste. Si vous contraignez de façon univoque, par des procédés esthétiques à une seule dimension, vous ratez la cible. Est-ce que j'ai répondu? Complètement, complètement. C'est ce qu'on appelle le chantage affectif. Voilà. Il y a effectivement un peu de cela. Quand vous parlez, de Bresson, Mm. j'ai noté ça, c'est page 27, je crois. Non, non, je me suis trompé, pardon, excusez-moi, c'est du direct, c'est page 38. Voilà, page 38, c'est sur, les chaudes larmes gelées, donc c'est les dames du bois de Boulogne. Il y a une petite, bon là, pour le coup, je décontextualise, mais j'en suis désolé, mais c'est pas très grave, c'est pas grave. Il ne faut jamais voir la larme comme une performance d'acteur, ça, c'est Ah oui. super important ça. Sans commune mesure avec la virtuosité de l'interprète, elle est reliée de façon organique au nerf de la création. Parce qu'on a tendance, c'est vrai, et je prends cette phrase que j'associe à l'entièreté du livre. C'est que parlons de larmes, tout de suite, c'est là une performance d'acteur. Et vous dites non, c'est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus poétique que ça d'ailleurs. Oui, en vous écoutant, je pensais, il y a le même phénomène en musique, ce qu'on appelle la virtuosité. Quand vous avez le ténor qui lance son contrute, ou la soprano qui s'élève dans les aigus, etc. Et ça, le public, les aficionados, pour employer un terme finalement qui convient bien à l'art lyrique parfois, à ce moment sont en pamoison, eh bien, ça n'a de sens que si le compositeur a fait de la virtuosité
autre chose que la virtuosité. Parce que finalement, c'est ça, pleurer pour un comédien, ça relève au fond de l'effet virtuose. Or, les grandes scènes de larmes, à mon sens, justement, sont celles qui dépassent la question de la virtuosité. Et on a un bon exemple, effectivement, chez Bresson, où nous avons une comédienne virtuose, c'est-à-dire Maria Casares, par exemple, dans le fameux plan dont je parle, avait refusé le recours aux larmes de glycérine. Et comme Bresson a tourné, je crois, le plan 7 fois, elle a pleuré 7 fois. Alors on pourrait dire c'est de la virtuosité. Mais que Bresson sache utiliser la virtuosité de Casares au profit de sa recherche poétique, je crois que c'est ce qui se passe dans le plan. Et à ce moment-là, ça fonctionne et ce n'est plus du tout de la virtuosité. Par exemple, pour Cocteau, et peut-être que ça peut être autre, on peut aussi en parler pour Grémillon et d'autres. Pour Cocteau, je crois, si je me trompe pas, si j'ai bien lu, il y a un moment où vous parlez d'apparition des larmes et vous associez ça à une espèce au rythme des compositions musicales. Et donc, ma question est très simple, c'est que est-ce qu'il y a de cet élément-là, et là, je parle Oui, aussi aux chercheurs, enfin, aux mélomanes et pas que, oui, comme vous l'avez très bien dit, il y a le cinéma et il y a la musique, c'est très important pour vous. Vous avez oui. fait des recherches là-dessus. Est-ce qu'il y a de cela aussi, la rythmique, la composition musicale dans les apparitions de l'art? Douglas Sirk, par exemple, ça vous en parlez très bien, ou Todd Haynes. Absolument. C'est-à-dire que l'alarme, elle doit, être, je dirais, un peu comme lorsque le diamant est, par le joaillier, il va réussir à le mettre dans l'or, il va le mettre en lumière. Il faut que ça soit il y a un rythme au fond. Il y a Mmh. toujours, en fait c'est toujours cette question, vous avez raison, euh, que le cinéma, la matière première du cinéma, c'est le temps. Donc, tout est lié à le, un cinéaste digne de ce nom. La première question qui va se poser, c'est comment il va insérer ces éléments dans la temporalité. Et donc, l'alarme, elle va forcément se trouver dans ce contexte. Par exemple, si vous regardez la fin de Mirage de la vie, et là je ne parle pas du générique, hein, je parle de l'action même du film. Si vous regardez le caractère inéluctable du montage, euh, comment chaque scène, comment Cirque construit chaque scène en fonction du dénouement de Imitation of Life, de Mirage de la vie, vous arrivez à comprendre ce que veut dire une larme pour Cirque. Et alors, il y a évidemment les larmes que les témoins de la messe avec Malia Jackson qui chante le Negro spiritual. Il y a la larme qui sort même intérieurement des visages. Et ce qui est absolument magnifique dans cet extrait, c'est que il y a aussi la larme du spectateur. Je trouve, alors là, Cirque est vraiment un grand maître dans cette question de comment poser la larme au bon moment. Non seulement dans Mirage de la vie, il pose les larmes des personnages, mais il pose les larmes du spectateur. C'est-à-dire que, je vais vous raconter une anecdote, il m'arrive parfois, puisque en tant qu'enseignant, je dois évidemment parfois noter mon public, mes étudiants, et je leur montre un extrait d'un film, et après, ils doivent analyser cet extrait. Ça me semble le meilleur moyen pour se rendre compte de ce qu'ils ont compris et comment ils l'expriment. Eh bien, il m'arrive sur le mélodrame de donner le dénouement de Mirage de la vie à mes étudiants comme exemple d'examen, et je me suis rendu compte, et pourtant ça fait un certain temps, là je vais bientôt dans quelques mois être à la retraite de l'enseignement, donc ça fait un certain temps que je donne des cours,
Eh bien, moi-même, je ne peux pas m'empêcher de pleurer à ce moment-là. Absolument. Alors, c'est dans la pénombre, donc les étudiants ne le remarquent pas trop. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a la perfection de la mise en scène. En fait, je pleure évidemment parce que c'est triste, évidemment, mais pas seulement. Je pleure aussi par la perfection de la forme de l'ouvrage de Sirk. Et tout ça, j'en reviens à la question de la temporalité. C'est que la fin, les dernières scènes du film sont implacables et tout est dit, quoi. Donc, j'en reviens à la question pour répondre à votre question. Donc, c'est on insère les larmes dans le courant du temps. Là, finalement, c'est une goutte dans le fleuve qu'est le film. Alors, je rappelle, L'attrait des larmes, hein, c'est édité chez Yellow Now. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations. Une dernière question. Vous avez un peu répondu à cette dernière question que je vais vous poser. C'est au bout du compte, parce que vous qualifiez ça comme un voyage. C'est un voyage. Ce livre est un voyage. C'est ce que vous dites. C'est un élément factuel. Mais au bout du compte, et vous dans tout ça, aujourd'hui, après ce livre, comment vous vous sentez? Eh bien, écoutez, je vais vous répondre très, très simplement. Je me suis dit, comment je peux me préparer à votre émission? Ça fait évidemment un certain temps que j'ai écrit le livre. Un livre paraît pas tout de suite, c'est normal. Le livre est paru enfin, donc c'était au début juillet de cette année. Nous sommes donc maintenant fin octobre, presque en novembre. C'est un peu comme lorsqu'un cinéaste dit, une fois que le film est terminé, il ne m'appartient plus, donc il vit sa vie. Donc j'ai repris le livre et j'ai même aussi regardé encore L'attrait du piano pour voir les rapports et tout. Et quand j'ai relu le livre en vue de cette émission, et donc je réponds à votre question, eh bien je me suis dit, ça fait un bon moment que j'écris. Finalement, mes premiers textes remontent aux années 70. Sur la musique et sur le cinéma. Et je me suis dit, eh ben voilà, c'est le parcours d'une écriture. C'est-à-dire que je ne veux pas m'envoyer des fleurs, mais simplement, puisque pour moi tout se résume à la question de l'écriture, aussi bien en film qu'en texte, je suis d'accord avec la façon dont ce livre est écrit. C'est-à-dire que voilà l'impression que j'ai aujourd'hui de ce livre sur les larmes. Ça va. C'est comme si j'avais fait un moteur et que, en tant qu'inventeur ou technicien, je me serais dit, ça marche finalement, ça fonctionne. Et je n'ai pas honte de ce que j'ai écrit. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Comment ça va? Bah, ça va. C'est très bien. Et c'est comme ça. L'attrait des larmes, Philippe Roger, collection, pardon, côté cinéma à motif, édité chez Yellow Now. Merci beaucoup, Philippe, hein. Bien évidemment, vous le savez, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Pour ce bel échange. Et je ne me rendais pas compte qu'on avait déjà fini. C'est incroyable. Les 3/4 d'heure ont passé en une seconde. Mais c'est exactement comme dans les films. La larme, on ne sait jamais combien de temps ça dure. C'est la suspension des choses. C'est aussi le miracle de la musique. C'est que quand on sort d'un grand concert, on dirait qu'on a vécu hors du temps et que ça n'a pas duré tellement on était pris. C'est ça. C'est ce que je recherche et que je trouve parfois au concert ou dans les films où on échangera avec vous. Ça résonne encore et toujours. Merci à vous, Philippe Roger. Merci beaucoup. Merci. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.